lors d'un séminaire à Barcelone, tu nous as fait faire des exercices de yoga, et notamment un exercice qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de la tentative de vivre en pleine conscience, enfin, la conscience de l'espace sans limite. Et je crois me souvenir que tu nous avais dit que la première façon d'appréhender cette conscience était sous forme d'image. Alors, je pratique ça dès que je peux, et je voulais savoir si... J'ai cru comprendre que, évidemment, la bascule étant... je ne sais pas si c'est la finalité, mais on a vraiment quelque chose qui est la réalité suprême, ultime. Et là, je bute, quoi. Après l'image, je reste là-dedans. Oui. Alors là, évidemment, on aborde les grandes questions par un aspect très particulier qui est relatif à l'enseignement qui a été donné. Donc il faut que pour le plus grand nombre, et pour toi aussi d'ailleurs, que je remette tout cela en perspective. Le but de ces exercices, qui sont en fait plutôt des expériences à laquelle nous nous soumettons, c'est de transformer, de réaligner, si je puis dire, la manière dont nous percevons notre corps et le monde. En général, nous percevons notre corps et le monde d'une manière conditionnée. Un conditionnement que nous avons hérité de notre culture, de nos parents, de notre éducation. Car la culture dans laquelle nous vivons est établie sur l'hypothèse que la conscience est individuelle, limitée et séparée. En d'autres termes, que chaque être humain a sa propre conscience qui est en quelque sorte dépendante du corps mental qu'elle observe. Et en d'autres termes, puisque ce que nous sommes fondamentalement, c'est cette conscience, nous sommes tous des entités séparées. Étant des entités séparées, nous, conscience, nous identifions à notre véhicule, qui est ce corps, et établissons ainsi une distinction très nette entre le moi, le corps, et le reste, le non-moi, qui est tout ce qui est en quelque sorte extérieur à l'enveloppe dermique. Cette culture dans laquelle nous vivons, ce conditionnement, donc, correspond à cette distinction, à cette séparation, à la fois au plan des idées, au plan conceptuel, entre un moi et un non-moi, mais aussi à un niveau plus profond, plus affectif, à un niveau de ressenti, une distinction analogue s'établit par laquelle nous séparons le corps du monde. C'est une distinction presque immédiate en quelque sorte, et une distinction qui est un peu
qui est sourde, qui est floue, car elle est irrationnelle. La raison n'a pas sa place là pour la voir. Nous l'avons hérité de notre environnement avant même que nous puissions formuler la pensée je, par exemple, ou la pensée conscience. Je me souviens d'une scène que j'ai vécue dans ma tendre enfance, pas loin d'ici, sur la plage de Valence. J'avais 3 ans. Et je le sais parce que c'était la seule année où nous étions allés en vacances à la mer pour mes 3 ans. Et donc j'étais sur la plage et tout à coup s'est formé un attroupement d'adultes. Je voyais à côté de moi. Et j'ai senti une énorme peur s'emparer de moi. Une énorme peur s'emparer de moi. Comme je n'avais jamais éprouvé avant. Et en même temps, ces adultes disaient tous un mot qui m'était inconnu. Ce mot qui émergeait de cette foule, et je ne voyais pas ce qu'ils regardaient, je ne voyais pas, c'était un mur. Et ce mot était un noyé. Un noyé. Quelqu'un donc s'était noyé, on avait ramené le corps sur la plage, les adultes étaient là formant ce barrage, je n'avais jamais vu le corps, mais j'ai reçu la peur. Je ne connaissais pas le sens du mot noyé, je ne savais pas qu'il s'agissait de... La peur s'est transmise dans l'air en quelque sorte, comme un virus. C'est à cette forme de transmission première qui ne passe pas par la pensée, qui est due à une espèce de mimétisme du corps, ou je ne sais pas trop à quoi, en fait, je m'en fiche, on ne fait pas de la science ici dans ce sens-là, que ce conditionnement d'être séparé, que la peur, parce qu'en fait la peur, elle tire sa source de cette culture de séparation dans laquelle nous sommes élevés, ce sens de séparation se transmet directement, avant même que nous puissions y réfléchir, à ce niveau somatique, à ce niveau perceptuel. Et par la suite, prépare en quelque sorte le terrain pour le concept et la croyance en la séparation qui vient ensuite s'installer sur ce terrain ainsi préparé au niveau affectif. Donc, ce dont il s'agit ici dans ces exercices auxquels je reviens, c'est de changer, de transformer la manière dont nous percevons le corps et le monde, partant d'une manière, d'une vision séparatrice, et transformant cette perception séparatrice en une perception unitive. Car en fin de compte, il y a 2 possibilités pour la conscience. Ou bien la conscience est, comme je l'ai dit, et comme la culture dans laquelle nous vivons nous le dit, est individuelle, limitée, séparée, ou bien elle est universelle, elle est plutôt comme un champ, comme le champ électromagnétique, ou comme d'autres champs quantiques, finalement, elle est universelle. Si elle est séparée et limitée, donc la vision séparatrice qui nous est inculquée par notre culture est la vision normale. Par contre, s'il se trouvait que la conscience est universelle et non pas personnelle, la conséquence d'une conscience universelle est la suivante, elle est très importante. C'est que mon corps véritable, si la conscience est universelle, mon corps véritable, c'est l'univers. Alors, si mon corps véritable, c'est l'univers, la perception du monde qui m'entoure et la perception du corps que j'ai doit être une perception continue, sans séparation, sans limite. Le but de ces exercices
et donc de transformer la perception que j'ai du corps et du monde d'une perception séparée en une perception sans lui. Alors bien sûr, vous me direz, c'est un exercice complètement gratuit, en quelque sorte, et qui ne repose pas sur une assise véritable. Mais ce qui le justifie, c'est la chose suivante. C'est que nous n'avons pas de certitude expérimentale que la conscience soit séparée. Nous croyons simplement en avoir. Mais si nous nous livrons à une enquête approfondie sur les preuves dont nous disposons, que la conscience est limitée, séparée, individuelle, nous découvrirons à notre grand étonnement qu'il n'y en a aucune. Qu'il n'y en a pas l'ombre d'une. Donc, que les deux hypothèses qui sont en présence, d'une part celle d'une conscience limitée et fragmentaire, d'autre part celle d'une conscience universelle, nous n'avons aucun moyen de trancher entre ces deux hypothèses, en nous fondant sur notre expérience phénoménale, c'est-à-dire sur l'expérience de tout ce que nous percevons. Quelle attitude donc adopter dans cette impossibilité de trancher au niveau expérimental, au niveau phénoménal? Et ce qui me semble être une attitude intelligente, voilà, c'est une option expérimentale, puisque pour la plupart d'entre nous, je ne parle pas de nous dans cette salle ici, mais pour la plupart d'entre nous, à la surface de la Terre, nous avons vécu pendant 20, 30, 40, 50 ans notre vie en nous fondant sur l'hypothèse de séparation, et que le résultat, au fond, n'a pas été tellement satisfaisant en termes de bonheur. Pourquoi ne pas essayer, en guise de changement, pour une fois, pour quelques mois, l'hypothèse alternative? Et donc, l'hypothèse alternative, essayer l'hypothèse alternative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus penser en termes de séparation, ne plus sentir son corps en termes de séparation, ne plus percevoir le monde en termes de séparation, et ne plus agir, ne plus percevoir l'autre en termes de séparation, et ne plus agir dans le monde en termes de séparation. Ça inclut ces cinq, en quelque sorte, ces cinq champs expérimentaux qui sont ouverts. Donc, le champ auquel je faisais allusion dans l'exercice inclut deux de ces champs, c'est-à-dire la manière dont nous percevons le corps et la manière dont nous percevons le monde. Essayez donc expérimenter. Alors, j'en viens à un petit détail que tu as évoqué, c'est de dire que ça commence par une image. Oui, parce que si je suggère, par exemple, sans que ton corps s'étend et qu'il occupe le volume de cette pièce. Donc ça va commencer, ce que je dis là va commencer par une image. Et si ça en reste là, ça n'est pas bon. Mais cette image ensuite, qui est donc visuelle, imaginative, va ensuite céder le pas à une transformation de la sensation corporelle et de la perception. Si on essaie, si on va dans cette direction, de percevoir notre corps comme étant cette salle dans son ensemble comme étant notre corps, ça va entraîner au départ une espèce d'effort pour le faire. Et même la plupart d'entre nous s'arrêteront là. Ce qui va se passer au moment de cet effort, l'effort qui est ressenti, c'est pas que nous échouions en essayant. Au contraire, dès que nous essayons, nous réussissons. Dès que nous essayons, nous réussissons.
Mais nous avons l'impression d'échouer parce que ce qui apparaît à ce moment-là sont les résistances jusque-là subconscientes qui nous faisaient nous sentir limités et qui nous faisaient nous sentir séparés du reste. En d'autres termes, ces résistances sous forme de contraction au niveau divers qui maintenaient le schéma d'une entité séparée au niveau affectif. Alors voilà, c'est la réponse complète à la question. Nous avons abordé, mais il n'y a pas de mauvaise manière d'aborder ce dont nous parlons ici, nous l'avons abordé par une tangente, au fond, par le petit bout de la lorgnette, mais je pense que j'en ai dit suffisamment au cours de ma réponse pour ouvrir le champ vers d'autres aspects de ce qui nous intéresse ici. Ce genre d'exercice, lâcher les résistances, les dépasser, peut être entrepris dans deux perspectives différentes, très nettement différentes. Dans une première perspective, et qui n'est pas la nôtre ici, dans une première perspective, il y a une personne, un individu, qui veut lâcher prise. Et qui veut en quelque sorte se débarrasser de ses problèmes et se débarrasser de sa séparation. Mais l'individu est déjà la séparation. La séparation ne peut pas se débarrasser de la séparation. Donc, cette approche reste dans l'illusion jusqu'au moment où on se rend compte justement de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'entité séparée ne peut jamais aller vers l'unité. Le fragment ne peut jamais se transformer en unité. La deuxième approche est différente. Elle passe d'abord par l'ouverture à la possibilité que la conscience soit universelle. Et ensuite, dans ce cas-là, l'expérimentation est en quelque sorte l'investigation de cette possibilité. Mais le prérequis pour cette expérimentation est que nous soyons ouverts à la possibilité de l'universalité de la conscience. Alors, cette ouverture va prendre des aspects différents selon les êtres. Il n'y a pas un chemin pour tous, c'est pas comme pour les sous-vêtements. Il n'y a pas des chaussettes, il n'y a pas une taille qui marche pour tout le monde et qui soit extensible. Chacun a sa voix, chacun. Et donc, à un certain moment, les uns seront mis sur la voie par des arguments, les autres par la présence, par une rencontre, les autres par une expérience plutôt sensorielle, plutôt... Au fond, dans tous ces cas, c'est la grâce, c'est l'intervention de la conscience qui, au fond, en qui surgit le désir de s'éveiller à elle-même. Et le désir de s'éveiller à elle-même est déjà un éveil. Et à partir de ce moment-là, il y a un début d'ouverture à la possibilité que la conscience soit universelle. Je dis un début d'ouverture parce que, à ce niveau-là encore, il semble que cette possibilité nouvelle qui s'est faite jour, selon laquelle on ne sait jamais, la conscience pourrait être après tout universelle, nous apparaît toutefois comme étant très improbable. Alors que l'autre possibilité d'une
conscience séparée et personnelle, qui est la possibilité culturelle partagée par presque tous, c'est-à-dire la religion la plus répandue à la surface de la planète, qui est l'ignorance. L'ignorance de notre nature véritable, c'est la religion universelle, quasi universelle. Donc, celle-là, cette hypothèse-là, semble être l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais, du fait qu'il y a eu comme un léger doute, ce léger doute a mis en branle, en quelque sorte, le processus qui va nous mener ultérieurement à l'éveil. Et donc a mis en branle l'investigation. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que nous revenons à ce léger doute, un peu plus des croyances héritées de l'environnement s'effritent. Pourquoi? Parce que les croyances sont molles et le doute est dur. C'est la vieille histoire du voyage du pot de terre et du pot de fer. Ils partent en voyage, et si le voyage dure assez longtemps, qui c'est qui revient du voyage? Le pot de terre. Et là, c'est pareil. Quand le mensonge part en voyage avec la vérité, au bout d'un certain temps, qui c'est qui revient? La vérité. Parce que le mensonge ne tient pas. Voilà. Donc à partir du moment où ce léger doute sur la nature de la conscience s'est insinué au sein de la conscience, le virus est déjà dans l'organisme. Le virus est déjà entré dans l'organisme de l'ignorance. Et il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a rien à faire. C'est foutu. Pourquoi c'est foutu? Parce qu'on va commencer à questionner, on va commencer à se demander, au fond, comment est-ce que je sais que ma conscience est séparée? Alors la première idée qui va nous venir, parce que je vois ma conscience, puis je vois la conscience des autres, et puis je vois une distance entre les deux. Et puis on se dit, est-ce que je vois vraiment ça? Ça, c'est une image. Mais ce n'est pas la réalité. En fait, ma conscience, je ne la vois pas du tout. Ma conscience, je ne la vois pas. Puisque c'est ce qui voit. Ce qui voit, je ne le vois pas. Alors, si je ne vois pas ma conscience, comment puis-je dire que quelque chose que je ne vois pas est séparé? Pour que je puisse dire que c'est séparé ou pas séparé, encore faudrait-il que je le voie. C'est un raccourci de l'investigation. Bien sûr, on y reviendra à cette investigation. Parce qu'au début, ça dit, oh oui, c'est facile. Ouais, Lucille, il a dit ça, mais tout ça, c'est du bidon. Il y a des tas de cours dans les facultés qui disent le contraire. Donc, c'est pas un type seul qui va me convaincre de quoi que ce soit. Revenons à nos moutons, mais quand même. Alors là, Lucille dit la chose suivante. C'est pas comme pour la physique ou pour la chimie. Parce qu'en matière de conscience, numéro 1, vous êtes le seul, s'il est vrai que la conscience est séparée, à avoir accès au laboratoire. Personne d'autre peut vous dire quelque chose au sujet de votre conscience. Vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même. Donc, ce qui veut dire tout ce que vous pouvez dire, entendre à l'extérieur à ce sujet, n'a aucune valeur pour vous. Parce que ces gens, ils ne savent pas. Ils ne parlent pas de votre conscience puisqu'ils n'y ont pas accès. Ils parlent peut-être de la leur, mais quand ils parlent de la leur, ils ne parlent que de la leur. Par exemple, un professeur de neurologie, il peut parler que de sa conscience. Il ne peut pas parler de la conscience de ses post-docs qui travaillent avec lui, car il n'a accès qu'à la sienne. Il n'a pas accès à un laboratoire complexe sur la conscience. Ça, c'est de la foutaise. Il a accès à un laboratoire complexe qui peut lui dire des choses sur le contenu de la conscience, sur les perceptions, sur les sensations, etc. L'objet de la psychologie, l'objet de la neuroscience, très bien. Mais sur la conscience elle-même, ce qu'il perçoit, zéro. Zéro. Nada, rien du tout. Il voudrait vous faire croire
faire croire que l'on sait quelque chose. Un jour, dans un aéroport, il y avait un bouquin, donc un livret, la contrôle des aéroports, qui disait Consciousness Explained. La conscience expliquée. Je me souviens de ça. Je n'avais pas beaucoup d'illusions, je ne faisais pas beaucoup d'illusions. Néanmoins, j'ai acheté le bouquin. Et ça m'étonnait qu'on puisse établir le temps sur la conscience. Il y avait 300 pages, 350 pages. Je me suis dit, ce gars-là, pour en dire autant sur la conscience, doit être un sage. Non, je rigole. J'ai donc ouvert le bouquin, et je l'ai fait très rapidement. Parce que ce que j'ai cherché, c'est une explication sur la conscience. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est des explications sur ce qui était perçu par la conscience, mais rien sur la conscience. On peut tourner le bouquin tant qu'on veut. Alors, j'aurais dû l'attaquer en justice. Parce que, n'est-ce pas, il y avait erreur, comment dire en anglais, misrepresentation. Il y avait... Tromperie sur un enfant. Il aurait dû dire le contenu de la conscience expliqué, mais pas la conscience. Donc, ça commence comme ça, par un léger doute. Après tout, il est peut-être impossible que la conscience soit universelle. Et ce léger doute commence à créer une ouverture, et à un certain moment, l'ouverture devient totale, c'est-à-dire que on ne sait vraiment pas. On est vraiment complètement convaincu à ce niveau-là. On est complètement convaincu qu'il n'y a absolument aucune raison de penser qu'elle ne le soit pas. Et donc ça devient une hypothèse qui est au moins aussi probable que l'autre. Cette enquête se poursuit non pas seulement au niveau conceptuel, mais aussi au niveau perceptuel, car on peut se dire oui, ce que dit Lucille, c'est très bien intellectuellement. Mais, quoi qu'ils disent, moi, au niveau de mes tripes, elles me disent autre chose. Mes tripes, elles me disent que je suis une conscience séparée. C'est pas suffisant comme explication. Mes tripes me disent que. Parce que mes tripes, elles me disent des tas de choses. Elle pouvait me dire, mes tripes, mes tripes, autre chose, pouvaient me dire que cette relation, elle était très bien pour moi. Ce jeune homme, cette jeune dame que j'ai rencontrée à un certain moment dans ma vie, c'était l'amour parfait. Et puis j'ai divorcé 2 ans après, quoi. Hein? Donc les tripes, l'intuition profonde, il faut se méfier, comme nous le savons, n'est-ce pas? Il y a prendre vers l'essai. Donc, la raison est quand même aussi intéressante. L'usage de la raison par rapport à ce sentiment sourd, confus, flou, que je suis une conscience séparée. Et donc, l'investigation doit se poursuivre aussi à ce niveau, par l'étude de la contemplation de tout ce qui nous dit au niveau ressenti, au niveau expérimental, je suis une conscience séparée. Quelle est la validité de cette expérience au niveau de ressenti? Alors, on pourrait dire que c'est comme un iceberg, n'est-ce pas, qui a, je ne sais pas combien je l'ai su à l'époque, mais qui a 1 dixième d'émerger et 9 dixièmes d'immerger. Les croyances au niveau intellectuel que nous sommes une conscience séparée, ça fait 10% de l'investigation. Et le feeling au niveau du ressenti qui nous dit je suis une conscience séparée, ça fait 90%. Mais on peut conduire l'investigation à tous ces niveaux et il y a un moment où le feeling ne nous dit plus rien et où les concepts ne disent plus rien. C'est vraiment un moment où on est complètement ouvert. On est ouvert à la toute possibilité. On a lâché prise, et donc je viens à la question. À ce moment-là, on a lâché prise de tous nos attachements, à tous nos concepts et à tous nos feelings, à toutes nos croyances ancrées au niveau du ressenti. Et là, ce qui se passe dans ces moments-là,
à ce moment-là, dans un lâcher-prise total, c'est une révélation. Et cette révélation correspond à un changement à la Copernic, quoi. Un changement à 180 degrés, un changement total de perspective où ce qui était réel devient en quelque sorte presque une illusion, et ce qui était vu comme étant irréel, la conscience qui perçoit ce domaine flou, devient la réalité. Il y a un transfert de réalité qui s'opère au fond du monde des objets, et en particulier du monde des objets matériels, vers la conscience.